Donc merci Frédéric. On va juste dire un petit mot avant que les pressés puissent partir. On fait une collecte néolibérale dans un chapeau de notable anglais pour financer les salles et les matériels vidéo. Ensuite, si quelqu'un a des questions... Alors monsieur là-bas, mais c'est très loin. Il faudrait un volontaire pour amener le micro par-dessus les gens. Je m'y colle. Pour s'en sortir, il va falloir être prêt à parcourir plus de chemin que ça. Merci pour cet exposé. Moi, j'ai 3 petites questions. J'espère que c'est pas trop. Elles sont petites. La première, c'est peut-être plus une remarque. Est-ce qu'il faudrait pas s'interdire, sans doute pas l'essentiel, mais de qualifier une chose par son contraire? Et quand j'ai vu l'intitulé de la conférence, on parle d'ordre néolibéral. Je comprends pourquoi on le fait. Mais en même temps, un ordre qui produit autant de désordre, à un moment, est-ce que ça participe pas aussi d'une forme d'impossibilité de penser réellement les choses, quoi, et de poser le diagnostic? La deuxième question, c'est en réaction à l'institution ne tient que par adhésion passionnelle à la multitude, c'est une réalité. Moi, je me dis que c'est vrai à chaque instant, à l'instant T, mais ça évolue, ça aussi. Oui. Et le constat qu'on peut faire, c'est que c'est beaucoup plus difficile de défaire une institution que d'en faire une nouvelle. Et je m'interroge, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme, là j'interroge le fils spirituel de Spinoza, enfin il a de nombreux enfants, mais est-ce que l'institution ne génère-t-elle pas endogènement, mécaniquement, une adhésion passionnelle? Et pour illustrer ça, je vois que certains se lamentent en commentaire en disant que l'institution Macron touche le fond avec 28% d'opinion favorable. Or, moi, ça me surprend considérablement qu'il ait encore 28% d'opinion favorable, alors que sa base électorale au présidentiel, c'était, pour tout dire, 11% au premier tour, quoi. Oui. Donc, je me dis, comment se fait-il qu'à 28%, il touche le fond, alors qu'en fait, à 11%, il était au sommet? Et la dernière chose, c'est plus une question, mais je sais que tu t'es exprimé sur le sujet, et moi, je suis arrivé un petit peu en retard, tu l'as peut-être déjà fait. Mais tu disais, moi, je suis un militant syndical, donc j'aurais aussi des choses à dire sur la dynamique, le mouvement, et ce que ça produit. Mais tu dis le mouvement comme catalyseur de la transformation des subjectivités. Tu parlais du concept, sans trop y revenir, de devenir de Deleuze. Moi, je suis plutôt un lecteur de Badiou. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi mobiliser l'ontologie de Badiou, qui met au cœur de la subjectivité l'événement, comme un élément qui nous permet de penser, une autre manière de penser finalement ce catalyseur? Moi, je dis ça parce que je suis agent RATP, on vient de se taper 45 jours de reconductible. Donc là, on est toujours dans une forme de bataille, mais de moindre intensité, Et je vois ce qu'a produit l'événement, parce qu'on peut dire que là, il y a eu un événement, en tout cas pour les agents RATP qui sont investis considérablement dans la lutte, ce qu'a pu produire l'événement comme bouger considérable. Je me souviens que la question du 4 décembre, c'était encore, est-ce qu'on va passer le week-end? Le week-end, c'était 7 et 8, et c'était vraiment pas gagné. Comment on va faire pour sauver nos repos, etc., etc. Et puis après, l'événement s'est mis en place et il a embarqué des subjectivités, mais moi, j'en suis encore sur le cul, quoi. De voir des camarades qui, au quotidien, avaient l'air de ne pas penser les choses et à quel point, effectivement, ils ont été transformés par l'événement. Oui, oui. Et une petite chose, parce que là, c'est plus pour rigoler, mais tu nous as évoqué le cas d'un sous-préfet qui était devenu authentiquement gilet jaune. Je me dis que ça laisse peut-être un espoir de rédemption pour le préfet allemand. Pas trop y croire non plus. Chrétiennement, je serais tenté de te dire oui en principe, mais... Ouais, pas trop. Un bouton de culotte à la rigueur, mais pas davantage. Une autre? Oui. Merci, j'avais juste une petite remarque en liminaire. Quand vous parlez de l'Europe, l'Union européenne ou les moralistes qui ne créent pas de peuple européen, c'est là où il ne faut jamais sous-estimer son ennemi, parce que quand on est en train de détruire des économies comme l'Espagne, la Grèce, l'Italie, qu'on oblige toute une génération à partir en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, et qu'on change leurs intérêts personnels et familiaux si fondamentalement, si ce n'est pas une action politique très forte, je ne sais pas ce que c'est. Ma question n'était pas là. Ma question était plutôt sur la social-démocratie et un peu le mystère de sa disparition. Moi, je vous suis tout à fait sur le fait que la marge n'existe plus, que un accord entre le travail et le capital n'est plus possible. Mais la question qui me pose vraiment, c'est comment se fait ce que l'ensemble des cadres sociodémocrates, tous ces gens qui, je pense, au départ, avaient une vraie motivation politique, sont partis armes et bagages dans le camp du capital, en fait. Et la question que je me pose, si on parle un jour d'un grand soir, anthropologiquement, et ça m'intéresse beaucoup, qu'est-ce qui nous dit que tous les cadres qui vont arriver sui generis ne vont pas
avoir cette même démarche à un moment donné aussi. Et est-ce que cette question anthropologique risque pas de poser une vraie question sur l'illusion possible de croire qu'un mouvement est possible, et une fois que le mouvement sera arrêté, ça sera institutionnalisé? Est-ce que ce mouvement, entre guillemets, de trahison, parce que je ne sais pas si c'est une trahison, ne risque pas de se renouveler? Voilà. Je vous avais dit que les cadres, je sais, c'est pas la peine d'aller les chercher à la sortie des écoles. Alors, pardon, hein, mais enfin... Je veux dire, moi, un syndicaliste RATP qui m'interpelle sur l'ontologie de l'événement de Badiou, c'est mon côté un peu scolastique bébête, mais ça me fait quelque chose. Vraiment, ça me fait quelque chose. Comment le dire de manière aimable, Todd, de temps en temps, a une intuition très, très pénétrante. Alors après, des fois, ça me met un peu à côté, mais des fois, vraiment, il met dans le mille... Alors même si, bon, je sais pas, l'élaboration théorique, tout ça, mais c'est pas grave. Et là, avec son livre, il dit un truc qui est tellement vrai, il parle de ce double processus de crétinisation du haut et d'intellectualisation du bas. Je pense que c'est profondément vrai. Vous vous souvenez de ce livre sur la fabrique du crétin, qui en réalité s'était complètement trompé de lieu. Il pensait que c'était l'école publique, etc. Non, c'est effectivement, c'est l'école nationale d'administration, la fabrique du crétin. Et bon, je suis désolé, hein, mais oui, bon, écoute, l'école polytechnique, de temps en temps, produit un ou deux crétins tout de même, il faut le dire. Non, mais l'école des ponts et chaussées aussi, hein, non, mais on a tous notre dose, hein, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a vraiment quelque chose, oui. Alors, moi, l'ontologie de Badiou, je l'admire. Mais je ne la partage pas du tout. Mais ça, c'est une question, si tu veux, il y a une ligne de partage des eaux philosophiques, hein, et puis c'est comme ça, donc je peux la lire en étant vraiment extrêmement admiratif de l'ampleur, puis de la rigueur de la construction. Je veux dire, tu vois, la rigueur des concepts, c'est tout à fait magnifique, mais je ne partage pas ces vues ontologiques. Forcément, quand on est un déterministe, intransigeant, spinozien, comme je le suis, on peut pas adhérer à la thèse de l'événement. Mais c'est secondaire. Je veux dire, j'en profite. Bon, là, je suis en train de faire tourner ça en séminaire, c'est pas bien du tout. Hein. Mais le déterminisme spinozien, évidemment, ne contredit en rien une pensée de la transformation historique, des surgissements, des révolutions, des séditions, des catastrophes, des effondrements institutionnels, etc. Ça, c'est vraiment une ânerie colportée sur le déterminisme mal compris. Alors, ceci étant, ce que dit Badiou est très fort sur l'expression dans les individus de l'événement comme trans, puisqu'il dit que les individus sont transis par l'événement. Je trouve que c'est une très belle... il y a l'événement amoureux qui vous laisse transi, mais l'événement politique aussi vous laisse transi. Il y a quelque chose qui est très fort là-dedans, et en réalité, avec des moyens philosophiques qui ne sont pas les mêmes, nous visons finalement les mêmes choses. On pourrait bien dire que l'événement deleuzien et le devenir deleuzien, c'est pas la même chose que l'événement de Badiou, et en même temps, ça nous aide, toutes ces choses-là. Après tout, chacun choisira son ontologie de convenance, mais on voit bien qu'on pense à peu près les mêmes trucs qui ont à voir avec ces déplacements prodigieux qui s'opèrent dans les mouvements politiques. Il y a un livre tout petit qui m'a beaucoup marqué de Simone Veil, la bonne, hein, qui s'appelle Grève, joie pure. C'est sur les grèves de 36, les occupations d'usines. Ah, c'est un livre, c'est une merveille, effectivement. Voilà ce que ça fait des gens, hein, de relever la tête et puis même un moment de se soulever pour de bon. Alors, sur l'institution... Alors, je prends dans les ordres. L'ordre néolibéralisme est-il un ordre ou un désordre ? D'un point de vue strictement analytique, et tant qu'il se maintient, je serais bien obligé de conserver la catégorie de l'ordre, mais c'est peu dire que, enfin, il ne faut pas me pousser beaucoup pour que je te rejoigne. En effet, c'est un très grand désordre que le néolibéralisme fait régner. Moi, cette espèce d'inversion lexicale qui est vraiment un des propres de l'idéologie et des discours contemporains, j'en ai retrouvé là en t'écoutant un exemple européen.
liées à l'espace de l'euro, qui est des politiques de stabilité. On impose des politiques de stabilité. Mais les politiques de stabilité imposent des fluctuations géantes. Je veux dire, la Grèce perd 25% de PIB et se tape 25% de taux de chômage. Si ce n'est pas de la fluctuation géante, si ce n'est pas de l'instabilité macroéconomique, mais alors dans des formes superlatives, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est des politiques de stabilité. Bon, très bien. Bon. On voit bien qu'au bout d'un moment, les conditions de possibilité de la discussion sont détruites et on passe à autre chose. Alors, l'institution ne génère-t-elle pas de l'adhésion? Alors, oui, c'est vrai, ce paradoxe, oui, 28% de taux d'adhésion, et en effet, moi aussi, on a fait à peu près le même calcul. Moi, j'étais arrivé à 10% et demi. Le taux d'adhésion de Macron mesuré par son score de premier tour au présidentiel, corrigé du taux d'abstention et du taux de vote utile, 10% et demi. Avec 10% et demi, on fait un président de la République. Pas mal, hein. Donc ça dit quelque chose sur la teneur en démocratie des institutions dites démocratiques. Bon, voilà. Alors le 28%, bon, je sais pas trop ce qu'il faut. C'est quand même du sondage. Hein. C'est bien de la merde, il faut dire les choses. Non, mais sérieusement. Puis c'est du sondage mouliné. Enfin. Bon, c'est vraiment, c'est de la saucisse. Hein. On vaut mieux pas savoir ce qu'il y a dedans. Et puis, c'est vendu à la boucherie FM, BFM, voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser enfler plus que ça avec ce truc. Ceci dit, oui, il reste un soutien, il reste ce que dans un morceau de sociologie beaucoup plus polémique que scientifique, je l'avoue. Hein. J'avais appelé la classe nuisible. Bon, la classe nuisible, c'est ça, c'est 10% et demi. C'est les mêmes que les moralistes de tout à l'heure. Hein. Des gens qui prennent des pauses, ça leur fait plaisir. Des pauses qui ne contredisent pas leurs intérêts, mais qui vont violenter tout le reste de la population, ils s'en foutent. Parce que pour le bonheur de la pause, ça ne comptera pas. Donc oui, il y a ça. Mais ces choses-là, c'est tellement les indicateurs du business as usual. Moi, je ne sais pas. C'est comme je cherche une métaphore. Enfin, c'est comme si on prenait un baromètre pour se prendre la température, quoi. C'est pas le bon instrument. Donc, quand des dynamiques politiques de rupture se mettent en place, tout ça vole en éclats. Ça n'a plus aucune importance. Alors, quant à la social-démocratie, alors oui, je suis. Alors, oui, c'est vraiment une belle question que vous m'avez posée. Moi, il y a une émission, un grand entretien qui a eu lieu sur Hors-Série, le site Hors-Série, il n'y a pas longtemps, avec un historien qui, je crois, s'appelle Stéphane Siro. Et le titre, c'est « Pour en finir avec les partenaires sociaux ». Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette provocation-là. Parce qu'on voit bien, partenaires sociaux, en effet, c'est une catégorie qui est profondément adéquate au cadre du capitalisme. Ça ne fait pas sens autrement, partenaires sociaux. Donc, quand vous vous déclarez partenaire social, et on sait à quel type de gymnastique ça vous contraint, quand vous vous déclarez partenaire social, d'emblée, c'est comme si vous aviez signé une clause invisible, encore moins visible que les petites lettres du contrat d'assurance, qui dit « Je déclare par là même reconnaître la légitimité du cadre dans lequel on me fait m'amuser ». Bon, et donc, effectivement, à cet égard, en finir avec les partenaires sociaux, c'est une espèce de slogan ramassé qui désigne un horizon évidemment extrasocial ou outre-social, un horizon proprement politique. Maintenant, quant à votre question sur, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais moi je le dis comme ça, sur la dégénérescence des institutions, là, si vous voulez, tout mon dernier livre est là-dessus, quoi. Donc, forcément, ça me fait plaisir. Je pense que c'est ça, la malédiction des institutions. La malédiction des institutions, c'est qu'elles dégénèrent. C'est qu'elles sont capturées par les hommes de l'institution, qui les font vivre non plus selon les finalités extrinsèques qui étaient les leurs à l'origine, mais selon les finalités intrinsèques du petit corps institutionnel rabougri et recroquevillé. Donc les institutions finissent mal en général, même quand ce sont des institutions qui ont été créées dans le chaud d'un mouvement révolutionnaire et progressiste. Et alors, à cet égard, il faut bien dire les choses. Il n'y a pas eu de démonstration à plus grand spectacle de la dégénérescence institutionnelle que la révolution russe, hélas. Bon, mais c'est une histoire qui a été abondamment parcourue, analysée, etc. Mais moi, c'est aussi pour ça que
dans ce livre, je me penche un moment sur la révolution culturelle qui est encore plus cruelle. Parce que précisément elle procède à la révolution culturelle chinoise, précisément parce qu'elle procédait d'une méditation des errements de la révolution russe et du désir politique affirmé de ne pas y retomber. Et cependant, il se recrée quelque chose qui, quand même, a tourné au désastre, quoi. Donc là, c'est pour ça que la question institutionnelle, bon, c'est ça qui fait ma différence théorique et stratégique avec mes amis, nos amis du comité invisible. Je ne pense ni qu'on peut s'en tirer en contournant la question des institutions, parce que des institutions se recréent endogènement, ça c'est ma thèse avec laquelle ils ne sont pas d'accord. Donc là, on peut déserter, on peut destituer, mais on sera toujours rattrapé, parce que c'est le corps social, c'est les collectivités qui d'elles-mêmes recréent de l'institutionnel. Mais symétriquement, il ne faut pas s'imaginer que la question institutionnelle sera réglée d'un coup parce que nous aurions eu à l'idée de voilà, on a les bonnes institutions et puis c'est fini, l'histoire est terminée. Non, l'histoire est sans fin, et précisément l'histoire est l'histoire des remaniements permanents de l'appareil institutionnel dont s'équipent les sociétés, dont s'équipent les corps sociaux. De sorte que ce qu'il faut viser, c'est les bonnes formes institutionnelles. Il faut sortir de l'antinomie avec ou sans. Ce qui compte, c'est réfléchir les bonnes formes institutionnelles, ou peut-être faudrait-il dire, avec modestie, les moins mauvaises, et un prime, un bis, ou je ne sais pas si ça fait vraiment deux, de faire entrer dans la définition des bonnes formes institutionnelles une espèce de pouvoir d'autocorrection, d'autorévision. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Parce qu'évidemment, comme les institutions sécrètent d'elles-mêmes des intérêts institutionnels qui sont captés par des individus, qui sont des hommes de l'institution, bah ça, ils n'ont pas envie de lâcher le morceau. Voilà, donc c'est ça, si vous voulez. Moi, je n'ai pas de réponse définitive. Moi, ce que je fais, c'est de cartographier les problèmes, en me disant qu'un problème bien posé est peut-être un problème à moitié, c'est prétentieux, au tiers résolu, quoi, disons quelque chose comme ça. Mais qu'en tout cas, si on se la raconte, ça c'est sûr que ça finira mal. Je vous pose la question parce que je m'étais beaucoup étonnée que personne ne l'ait posée en voyant les questions sur votre site. C'est une question qui est plus ancrée dans la réalité immédiate, mais qui, je pense, rejoint pas mal de problématiques concernant l'alternative à bâtir face à l'ordre néolibéral. On vit actuellement un moment retraite, une offensive du gouvernement... Pardon, je suis désolée, je suis stressée. Enfin bon, il y a une lutte contre une réforme qui peut sembler emblématique des offensives néolibérales qui est quand même en cours depuis plusieurs mois. D'aucuns la qualifient de lutte la plus longue de l'histoire de la Ve République. On a une répression policière, enfin, ça rejoint pas mal de problématiques. Si je vous écoute, j'ai l'impression que c'est voué à l'échec, en fait, tout ça. Donc voilà. Donc, plutôt que de vous demander et après, c'est plutôt et maintenant. Voilà. Bon, moi j'ai beaucoup du mal, bonjour, à m'exprimer en public parce qu'il y a mon accent d'étranger qui revient au galop. Mais bon, je m'y lance. En plus, je ne sais même pas si ce que je vais dire rentre dans tout ça. Je vais revenir sur l'aspect de la révolution et de la révolte et du soulèvement populaire, en fait. Moi, je ne me reconnais pas dans le marxisme. Je suis plutôt du courant bakouniste. Et comment dire, je sais pas, mais dans la salle, sincèrement, je vois pas trop de diversité de couleurs. Et ouais, discretos, quoi. Et personnellement, quand je suis arrivé en France, j'ai vécu dans une cité HLM, dans laquelle j'ai compris le pouvoir qu'il y a dans ces endroits. Et autant vous reconnaissez pas dans l'action parce que vous dites que vous avez peur, mais vous avez la possibilité et le pouvoir d'agir sur des gens. Vous êtes un intellectuel qui a beaucoup d'influence et qui a une parole facile et bienveillante en plus. Donc du coup,
ce type de réunion, ce serait peut-être plus utile de les faire à des endroits comme Aubervilliers, Saint-Denis, là où la gentrification commence à faire des pionniers qui vont virer encore plus loin les pauvres qui n'ont pas où aller. Et personnellement, voilà, moi, quand j'ai vécu dans ces cités, quand je suis arrivé en France, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme révolutionnaire là-dedans. Et que si le soulèvement se fait, il se fera à travers ces personnes-là. Oui. Et je pense qu'il est de la responsabilité des intellectuels de faire... d'aller parler à ces gens et de leur faire comprendre. Je ne sais plus qui c'était un historien qui disait mettez l'ouvrier en face de son malheur et faites-lui comprendre l'engrenage qu'il entraîne dans ses abysses et il se soulèvera de lui-même, quoi. Bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, merci. Ah oui, c'est bien. Bonjour. En fait, moi, je suis une scientifique. Je ne vous vois pas. Oui, oui. Je suis là. Ah, pardon. Je suis une scientifique, j'ai très peu de culture économique, donc je vais vous poser une question extrêmement naïve. Oula. Oui, oui. Je les connais, celle-là. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui était entrepreneur, qui a créé son entreprise, qui l'a fait grossir dans les années 50 et qui était extrêmement heureux d'employer de plus en plus de gens, de produire de plus en plus avec des matériaux locaux, de construire des cités ouvrières, de permettre des acquis sociaux pour ses employés. Bon, malheureusement, depuis, l'entreprise a fait faillite et c'est ma mère qui a donc fait les plans sociaux et qui a eu énormément de mal à fermer l'entreprise. Et moi, quand je suis rentrée dans le milieu du travail, j'ai été extrêmement surprise. Je m'attendais à cette dynamique plutôt positive. Et je me suis retrouvée dans des entreprises où on essaie de produire de plus en plus avec une qualité moindre, des coûts moindres, des OPEX moindres, ce qui veut dire des salaires moindres et le nombre d'employés qui diminue, quitte même à diminuer le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais pourvu que les OPEX soient au plus faible et la rentabilité au plus fort. Donc je voulais savoir, ma première réflexion, c'est qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est de la poudre aux yeux au départ et en fait, c'était pas si vertueux que ça. Et aujourd'hui, on voit l'absence de vertu est beaucoup plus évidente. Et ma deuxième réflexion, c'est s'il y avait réellement un aspect plus vertueux avant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas revenir ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous fait croire qu'on n'a pas d'autre choix que d'être pressé comme des citrons. Mais est-ce que c'est pas plutôt... on n'essaie pas de nous duper et on ne pourrait pas revenir à quelque chose de plus vertueux, quoi. Voilà, je pense que c'est de pire en pire parce que, par exemple, aujourd'hui, on a des start-up qui sont créées, qui ne créent pas de valeur, qui ne sont pas rentables, ni écologiques, je ne donnerai pas de nom, mais dont les dirigeants cherchent simplement la capitalisation pour pouvoir passer à la caisse au moment de la revente. Donc là, je trouve qu'on arrive vraiment à un système qui vaut plus rien, quoi. Voilà, merci. Vous savez que pour une question naïve, on a de quoi finir la soirée avec ça. D'ailleurs, je vais commencer... Une encore, tu veux? Non, c'est toi qui décides. Oui, il y en a pas mal quand même. Alors, un peu. Je vais commencer par votre question, madame, parce que en espérant ne pas être trop long, parce que là évidemment, vous venez de mettre 50 centimes dans le jukebox, parce que d'une certaine manière, vous avez fait vous-même la réponse. Qui est double, c'est est-ce que au départ il n'y avait pas quelque chose qui était mal foutu, et où est-ce que ça a changé entre-temps de sorte que le mal foutu s'est amplifié, s'est déployé et que maintenant on ne voit plus que ça. Et c'est un peu ça, en effet. Car il faut bien dire les choses, les rapports sociaux du capitalisme, ça non plus, c'est pas un pique-nique dès le départ. Je veux dire, bon, votre grand-père devait être un entrepreneur fordien, j'imagine, dans les années 50, 60, c'est ça? Quelque chose comme ça? Ça a commencé en 40. Oui, d'accord. Donc il y a une petite phase là qui est un peu problématique, mais après c'est ça. Après c'est le fordisme. Qu'est-ce qui fait que votre grand-père pourrait pas revenir dans le monde aujourd'hui, qu'il en serait chassé, etc. Alors la grande chose vraiment que je voudrais vous dire, c'est pas une question de vertu.
c'est une question de structure. C'est jamais à localiser dans la vertu, la moralité des individus. C'est à localiser dans la configuration des institutions et des structures telles que ces configurations déterminent, en moyenne statistique bien sûr, il y a de la variance, il y a des cas particuliers, etc. Mais telles que ces configurations déterminent un certain type de comportement. Et alors là pardon, mais les structures elles ont changé, mais ça a été pour le coup une révolution, une révolution silencieuse, la révolution du néolibéralisme. Et en effet, d'ailleurs vous l'avez dit vous-même, lorsque on met en place les structures de la déréglementation financière, qui ne tombent pas du ciel, je veux dire, les marchés financiers n'ont jamais été de tout temps dans l'état où ils sont. Je veux dire, pendant 40 ans, de 1945 à 1985, les marchés financiers sont réduits à l'état de croupion. Ils ne contribuent en rien ou presque au financement de l'économie, c'est-à-dire des entreprises, et les actionnaires sont une espèce de sous-catégorie dont on entend à peine parler, en général des vieux qui vont à l'Assemblée générale des actionnaires pour toucher leurs dividendes et puis boulotter un peu au cocktail, quoi. Vous voyez, c'était ça, et c'était pas davantage. Bon. Et lorsque vous mettez en place les structures de la déréglementation financière, et c'est un geste politique qui les institue. C'est un geste politique qui est tout à fait repérable. En France, ça s'est même fait, jacobinisme oblige, par l'intermédiaire d'une loi. C'est la loi de Bérégovoy en 1985 qui déréglemente les marchés financiers et qui va nous précipiter dans ce nouvel univers. Moi, j'ai toujours tenu que l'épisode historique le plus important de la société française dans ce dernier demi-siècle, c'était cette loi. Cette loi a changé, enfin, le mouvement général de la déréglementation financière a changé la face du monde. Vraiment, je vous le dis, mais avec cette solennité-là. Là, vous installez un nouveau terrain de jeu dans lequel, alors je ne peux pas vous faire le détail de l'histoire, mais parce que ça serait ça serait vraiment très très long et pénible, mais dans lequel vont croître de nouveaux acteurs qui ne sont plus les actionnaires qui venaient chercher vous voyez, leur petit four, etc., mais des grands actionnaires institutionnels qui sont des fonds de pension, des gestionnaires d'actifs, des grandes entreprises d'assurance, etc., dont, si vous voulez, la métonymie est donnée par BlackRock. Bon, effectivement, c'est une espèce de sténographie de ce que c'est que le capitalisme financiarisé. Et ces gens-là ont acquis, alors par le biais d'un certain nombre de mécanismes que je ne peux pas détailler, ont acquis un pouvoir sur les entreprises et sur les directions d'entreprise qui leur permet d'imposer leurs réquisites. Et leurs réquisites, qu'est-ce que c'est ? C'est le dégagement de valeur financière pour l'actionnaire et rien d'autre. Le capital financier se fout, mais comme de l'an 40, de la nature des activités dans lesquelles il investit. La seule chose qui compte, c'est que ça crache. C'est ça, c'est ça, si vous voulez, l'indifférenciation axiologique, presque, propre au capitalisme, propre au capital financier. Je veux dire, d'investir dans une saboterie, une centrale nucléaire ou un truc qui fait des yaourts, peu importe. Ce qui compte, c'est le return on equity. C'est tout. Ou le total shareholder return. C'est-à-dire les indicateurs financiers de la valeur créée par l'actionnaire. Et alors, évidemment, il va se créer là un rapport partiellement contradictoire et même conflictuel avec les hommes du capital industriel qui, eux, sont des capitalistes, et puis c'est pas des enfants de cœur, c'est pas les petits chanteurs à la croix de bois non plus, faut pas exagérer, mais qui sont porteurs de réquisites spécifiques, qui vont rentrer en conflit avec ceux du capital financier. Mais tout ça va se régler entre gens de bonne compagnie. Il est vrai que la finance va prendre l'ascendant. Il est vrai que la finance va s'établir comme la forme institutionnelle hiérarchiquement dominante à l'intérieur de la configuration institutionnelle d'ensemble du capitalisme néolibéral. J'entends par là celle qui est capable de dicter ses exigences à toutes les autres, de se subordonner toutes les autres. Donc ça, c'est exact. Mais pour régler le problème du conflit avec le capital industriel, rien de plus simple. Prenez un capitaine d'industrie, faites-en un gros actionnaire, et le tour est joué. Ça s'appelle les stock options. Donc on a transformé les chefs d'entreprise en actionnaires qui sont les premiers intéressés au développement de la valeur actionnariale, et le problème a été réglé en moins de juge. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et en effet, toute la logique interne des entreprises est entièrement reconfigurée au service exclusif de cet objectif, de la création de valeur, sous la forme de plus-value des cours de bourse, dividendes, etc., etc. Alors oui, effectivement, ça fait quelque chose au travail, ça fait quelque chose à l'activité. Et donc, vous voyez, c'est pas... alors peut-être que dans les interstices, vous en trouverez qui essayent de résister un peu, mais
en réalité, tout le monde est pris par ce jeu. Même les, comment dirais-je, un chef d'entreprise, un PDG, qui, allez savoir pourquoi, c'est une expérience de pensée, hein, voudrait résister à cette logique-là. Mais le système a le moyen de le faire sauter comme un bouchon de champagne. S'il résiste, on va faire baisser son cours, et si on fait baisser son cours, il devient opéable. Et alors là, hop, on le débarque. Et une nouvelle équipe dirigeante arrive, qui, elle, aura le petit doigt sur la couture du pantalon. Donc c'est touché coulé, hein, à tous les coups. Donc il ne faut pas parier sur la vertu ou déplorer le défaut de vertu. C'est pas ça. Refaites les structures et vous refaites les comportements. C'est la seule chose, hein. Donc si vous voulez vous affranchir de cette espèce de cauchemar qui est devenu le capitalisme sous domination financière, il faut en finir avec les structures de la déréglementation financière. Et j'indique au passage que ça nous fait ipso facto sortir des traités de l'Union européenne, puisqu'on contredit violemment l'article 63. N'est-ce pas? Donc c'est pas un hasard, hein, vous savez, que l'Union européenne se soit construite ainsi sur la concurrence, la fameuse concurrence libre et non faussée, et la parfaite liberté de mouvement des capitaux. C'est un instrument institutionnel à amplifier le pouvoir capitaliste sans précédent. Sans précédent. Donc voilà, au moins, si vous voulez, donc il faut connaître les cibles, puis après on tape juste. Bon. Sur les, alors c'est tout dans les ordres. Sur les retraites, est-ce que le mouvement est voué à l'échec? Je serais tenté de vous dire... non, pardon, je me trompais d'interlocutrice. Je serais tenté de vous dire, s'il poursuit dans les formes actuelles, j'ai peur que oui, hélas. J'ai peur que oui, pour des raisons que j'ai indiquées au début de notre discussion. C'est ça aussi en quoi ça consiste, que j'ai appelé le remaniement de l'économie morale des classes dirigeantes, des classes dominantes. Si vous voulez, par exemple, transportez-vous par la pensée en 1995. Dans les classes dirigeantes, il restait quelque chose à l'intérieur de leur économie morale qui constituait encore une sorte de sensibilité résiduelle à ce qui pouvait monter de la population. Et donc, 1 million de personnes dans la rue, Chirac dit à Juppé, c'est fini, quoi. On met les pouces, on arrête. Voilà. Eh bien, après 25 ans de déplacement, ceci a disparu. Ceci s'est effacé. La logique générale des classes dominantes, c'est on peut tout ce qu'on veut. Et puis ils peuvent gueuler autant qu'ils veulent, on n'en a rien à foutre. C'est là que je suis obligé de dire, si vous voulez, mais c'est ça qu'avaient vu les Gilets jaunes, quoi. On vient te chercher chez toi. Je suis désolé, hein, mais et c'est de leur faute. Hein. Vous voyez, tous ces éditorialistes répugnants sont là avec la pierre. Mais vous avez vu comme ils sont violents. Mais non, mais attendez, la violence tombe pas du ciel. Et c'est un abruti de Macron qui dit la violence, elle est dans la société. Hein, alors forcément, la police, hein, Bon, alors, bah oui, on peut reprendre. Ce qui est formidable, c'est qu'à chaque fois, on peut reprendre leurs énoncés. Il suffit de les rectifier un peu pour leur faire dire exactement le contraire de ce qu'ils ont l'intention de dire. Oui, la violence est dans la société. La violence vient d'une partie particulière, d'une partie spéciale de la société qui s'appelle la bourgeoisie, qui s'appelle les classes dominantes, qui s'appelle les classes dirigeantes. Et en effet, cette violence, parce que ça c'est le propre d'une espèce d'économie générale de la violence qui fonctionne sur un principe de réciprocité, cette violence-là finit, au bout de très longtemps d'ailleurs, hein, notez-le bien, finit par en induire une autre, une violence réactionnelle, qui elle est entièrement légitime, à partir du moment où ceux qui ont été violentés ont été successivement privés de tous les moyens de faire connaître leur mécontentement et qu'il en soit tenu compte, bien sûr. Vous voyez ? Donc c'est ça la chose, vous voyez, dans ce débat sur la légitimité, la violence-légitimité, etc. Tout marche sur la tête. Je veux dire, tout est cul par-dessus tête. C'est proprement incroyable. Donc, il leur revient dans la gueule le contre-coup de la violence qu'ils n'ont pas cessé de diffuser, d'imposer au corps social depuis 30 ans. Et là, dont ils ont poussé tous les curseurs, là, c'est le hurrah capitalisme, quoi. Vous voyez, on se lâche bien complètement. Et moi, pendant très longtemps, je dois dire que j'étais tenté de me dire que quand même, vous savez, on dit beaucoup la société française, oh mon Dieu, c'est gaulois, ingouvernable, oh là là, toujours à râler, etc. Mais faut pas déconner, c'est un caviar de gouvernants. Je veux dire, la société française, ces 25 dernières années, a été un caviar de gouvernants. Je veux dire, mais ils auraient dû ramasser 1000 fois plus depuis très longtemps.
Et là, ça commence à peine avec les gilets jaunes. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment ça que je veux dire quand je disais tout à l'heure, ce sont les violents, mais oui, ce sont les dominants qui fixent le niveau de la violence sociale et politique. Vraiment, ce sont eux parce que c'est eux qui déterminent l'espace des choix, l'espace des options qui sont laissés à la disposition de la population pour faire valoir un dissentiment. Si cet espace est totalement fermé, et il l'est, alors forcément, on passe la seconde. Je veux dire, c'est logique. On ne voit pas comment ça peut. Si vous voulez, comment. C'est pas. Vous voyez, je suis pas en train. C'est pas une apologie que je fais. Hein. Je tiens un discours entièrement positif, entièrement analytique. Hein. Je veux dire vraiment. Hein. Voilà. Ce qui est formidable, c'est que moi, alors là, il y a toute une équipe, là, toute une galerie, la Trinité des Saint-Jean-Bouche d'Or, en décembre, ils les enfilaient comme les perles. Bon, donc moi, j'ai sorti il n'y a pas longtemps là, un papier où il y avait une déclaration de Raymond Soubi, qui a été l'artisan de toutes les déréglementations, de tout le fracas du droit du travail, etc., qui disait, oui, c'est vrai, les manifestations n'ont pas beaucoup d'effet sur le gouvernement si elles ne dégénèrent pas. Bon, très bien. Et puis, mais vous voyez, c'est des boussoles. Hein. Ces gens-là sont des boussoles qui indiquent le sud. Mais c'est pas grave. Je veux dire, une boussole, pourvu qu'elle l'indique constamment le sud, n'en est pas moins une boussole fiable. Il suffit de regarder dans les directions opposées. Donc, alors, vous avez Alain, on dirait le sud, Minck, qui a sorti un truc du même ordre. C'était... la bonne nouvelle, c'est le retour des syndicats organisés. Je crains 1000 fois moins la radicalité de Philippe Martinez que la radicalité d'un dingue comme Maxime Nicole, etc. Bon, là aussi, c'est une sorte d'indication en creux. Enfin, Alain Minck, c'est l'homme qui murmure à l'oreille du mouvement social. Et il suffit de l'écouter. Et de même, en décembre, j'étais tombé sur un article, je ne sais plus où, d'un gars qui dit... le locuteur était présenté comme un ponte de la République En Marche. Donc le ponte de la République En Marche disait... On voudrait voir la gueule du ponte, hein, quand même. Disait, je préfère 100 fois avoir 1 million de personnes dans la rue, dans un cortège syndical cadré, etc., que 100 000 gilets jaunes qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où ils sortent et ils font n'importe quoi. Eh bien, parfait, très bien. Alain, Le Ponte, Raymond Lascience, je veux dire, le plan de route est tout tracé. Et alors, ne croyez pas que je sois méchant avec les syndicats, etc., parce que c'est pas ça, en réalité, c'est pas ça du tout. Mais vous savez, les syndicats, c'est le même problème de dégénérescence institutionnelle. Un syndicat, c'est une institution. Mais les bases syndicales qui n'ont pas attendu, vous voyez, qui n'ont pas attendu pour aller sur les ronds-points, alors, en enlevant parfois leur étiquette syndicale, en la gardant parfois, etc. Je veux dire, les jonctions, elles se sont faites. Hein, elles se sont faites dans plein de villes, dans plein de ronds-points, dès le mois de décembre 2018. Donc il faut savoir comprendre adéquatement cette supposée hostilité des Gilets jaunes aux syndicats, c'est en général aux directions confédérales. Mais du côté des bases, les jonctions se sont faites, et puis d'ailleurs on le sait bien, hein, enfin, je veux dire très franchement, dans le mouvement social présent, je ne suis pas de l'intérieur de la maison, je n'ai pas d'inside information, mais enfin, il semble bien que les bases aient débordé leur direction et les aient poussés aux fesses, quoi. Donc il y a un dynamisme en bas qui est très très impressionnant. Alors je termine sur votre question, monsieur, parce que là aussi c'est peu dire que vous avez appuyé sur le point sensible. Hein. Bon, évidemment, imaginez trouver une représentation de la diversité de couleurs à l'invitation de l'association X Alternative. C'était un peu un rêve éveillé. Mais ça n'ôte rien à la pertinence de votre remarque, hein, je veux dire, qui en réalité est très très profonde. Moi, parce que je l'aime beaucoup, alors j'aime le citer. Donc, ça fait très longtemps que j'entends Éric Hazan dire ça. Le jour où s'opérera la jonction entre la jeunesse des quartiers populaires, la classe ouvrière et la jeunesse étudiante des villes, là, c'est irrésistible. Mais vraiment, c'est fini. Bon. Et si c'est pour me reprocher gentiment de ne pas en faire assez là-dessus, vous avez raison. Je suis obligé de le dire, vous avez raison.
Bon, alors, j'ai un emploi du temps de merde, j'ai une sciatique, enfin là j'en sors, machin, tout ça. J'ai plein de bonnes, mauvaises raisons, vous voyez. Mais c'est des bonnes, mauvaises raisons seulement. Parce que, regardez, finalement, je viens pour X alternatives, dans Paris. Et puis, je vais pas... S'il y a un truc à Aubervilliers, là j'y suis pas. Donc, et c'est pas très bien. C'est pas très bien. Je pense que vous avez entièrement raison. Et moi, j'ai pas cessé de dire que depuis le mouvement de Gilets jaunes, j'étais extrêmement admiratif du mouvement qu'a fait le comité Adama. Mouvement extrêmement improbable et extrêmement difficile à réaliser au regard de son propre biotope politique, hein, en quelque sorte, qui a consisté à dire... oui, contre tous ceux qui disaient mais non, c'est un ramassis de fachos, machin, faut pas y aller, c'est pas nos affaires, on n'a rien à voir avec ça, qui a consisté à dire si, on y va. Et je pense que c'est un événement politique qui s'est produit là. Vraiment, c'est un événement politique et que, en effet, il nous incombe de contribuer à le faire vivre. Ce serait la moindre des choses. Oui. Je commence à avoir faim quand même. Dernier tour. Allez, dernier petit tour. Allez, dernier petit tour. Je n'ai pas vu qui a levé la main en premier, alors je baissez vos mains. Hop, levez vos mains, là-bas. Ça va pas marcher, hein, ton enchère, là. Oui, bonjour. Alors, déjà, une petite remarque. Ce dont vous avez parlé au début de l'expérience Mélenchon qui se fait mater si elle n'entraîne pas la société. J'invite tout le monde à le lire. C'est Karl von Clausewitz. Vous n'appelez qu'à une montée aux extrêmes de tous les flancs de la société vers cette lutte. Et donc, mon autre question, c'est il faudra des institutions pour canaliser cette montée aux extrêmes et cette coordination dans un mode opératoire. Et là, je pense à un mode opératoire en termes d'art opératif militant. Vous n'êtes pas passé loin. Non, on s'est compris. Hein. Très bien. Ouais. Et je pense à des institutions de production, d'alliance avec des institutions civiles, de groupements militants, et qui continuent le combat politique par d'autres moyens. Et je pense notamment à l'entreprise. Notre nouveau monde, on en a parlé dans la section technique, ne pourrait-il pas utiliser une technologie en lui affectant des affects, donc un produit technologique qui canaliserait en lui-même les germes du nouveau monde à venir par des nouvelles institutions à venir, qui serait lui-même un vecteur du nouveau monde à venir, par un principe technologique qui se retranscrirait dans des procédés de production dans une entreprise, qui serait épaulée elle-même par une société civile organisée avec ses propres institutions de combat. Je ne sais pas si j'ai été bien clair. Le cas échéant, je vous demanderai une précision, mais je pense que je vois quand même ce que vous avez en tête. Bonsoir. Moi, c'était pas vraiment une question, c'était plus une remarque, mais qui amènera sûrement une réponse. C'était pour dire que je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut pas... C'est une erreur conceptuelle, je suppose, de séparer la pensée de l'action en pensant que d'abord il faut se former intellectuellement puis agir, ou le contraire, que des gens pensent qu'il faut que agir, parce qu'en fait on se rend compte que l'un produit l'autre à chaque fois. Un message, enfin je ne sais pas si le terme est adéquat, mais c'est que à tous ici qui êtes dans la salle, il faut vraiment faire corps avec sa pensée. Je sais que c'est difficile parce qu'on a tous nos contradictions. On préfère parfois rester à lire un livre qui est de la bonne cause plutôt que de mettre son corps en danger. Mais il faut vraiment sentir ce que c'est qu'être tapé, qu'avoir les gaz, etc. Ne serait-ce que pour pouvoir le raconter. Et aussi pour le sentir dans sa chair, parce qu'effectivement, ça transforme. Même si on peut avoir un terreau fertile à ça, en gros, on est du bon côté, on va en manif le 1er mai, etc. Mais il faut réussir à dépasser ces peurs. Et en plus,
tout comme le sentiment amoureux, le sentiment politique, physique, on en est changé. Après, voilà, c'était juste ça. Donc vraiment, il faut y aller. Voilà, mais, et je sais que c'est dur, mais c'est essentiel de le faire, mais c'est pas suffisant de réfléchir. Il faut vraiment que ça prenne corps, au sens littéral, et voilà. Alors, merci pour la référence à Clausewitz, que j'avais complètement oublié. Donc, et ben, voilà, une lecture supplémentaire. Alors, pour la suite de votre question, il y a une partie que je vois, puis il y a un moment où vous me perdez. C'est-à-dire l'idée que un processus comme celui que nous avons envisagé aujourd'hui consiste en une telle libération d'énergie politique qu'en effet, à un moment, il faut revenir à la normale, en quelque sorte. C'est une question très compliquée, ça, parce que, bon, d'abord, revenir à la normale, c'est pas seulement une affaire de choix souverain. Vous voyez, c'est ce que nous évoquions au début de la conversation. La situation dicte ses nécessités, puis il arrive qu'elle les dicte d'une main de fer, et qu'elle diffère assez considérablement le retour à la normale, parce que elle confronte le mouvement révolutionnaire à la violence de la réaction, la nécessité impérieuse de lutter pour faire vivre ce qui a été conquis, que ça ne soit pas reperdu aussitôt, etc., etc. Pour aller un peu plus loin dans le pessimisme, je dirais que moi, c'est ce qui m'a toujours beaucoup marqué dans l'expérience de la Révolution russe, c'est que son appareil institutionnel naît dans l'épreuve de force de la guerre intérieure et extérieure. Vous voyez, l'État qui émerge d'une situation politique de cette nature en est marqué au fer rouge. Le risque est qu'il ne s'en relève jamais, et de fait, il ne s'en est jamais relevé. L'État soviétique n'a plus été qu'un gigantesque appareil de force qui avait fini par s'autonomiser. Mais vous voyez, c'est là que c'est toujours... moi, j'aime pas... C'est pas très drôle, les gens qui viennent 50 ans derrière et qui font les malins en disant « Ah, bah oui, il fallait, il aurait fallu, il n'aurait pas fallu, etc. » Mais moi, je voudrais bien les y voir, quoi. Vous êtes Lénine et Trotsky, début 18, et vous avez les Alliés qui vous font la guerre, et puis les Russes blancs qui veulent vous faire la peau. Il faut faire un truc, quoi. Vous voyez. Et le truc, eh bien... le truc, il a sa part de mocheté parce qu'il n'a pas été réfléchi en laboratoire des années avant, et que ce sont des processus où tout s'improvise à chaud, quoi. Donc oui, c'est vrai, bah oui, ça peut très mal tourner. Je peux rien vous dire d'autre que ça, et que en effet, dans l'idéal, oui, il faut que assez rapidement une espèce de schéma institutionnel émerge qui permette de régulariser le cours des énergies politiques. Et puis alors évidemment, une fois qu'on a triomphé de toutes les oppositions et qu'on a un peu la paix, là oui, c'est autre chose. On entre, espérons-le, dans autre chose. Maintenant, là où vous m'avez vraiment perdu, c'est avec votre histoire d'entreprise et de procédés techniques. Pour deux raisons. D'abord parce que moi, je pense que... Alors, c'est peut-être juste une question de convention nominale, mais je serais tenté de dire, moi, qu'entreprise est une catégorie qui est adéquate au capitalisme, au mode de production capitaliste, comme partenaires sociaux, d'ailleurs, tout à l'heure. Donc, bien sûr, il y aura de la production. Il y aura de la production agencée dans une division du travail, et il y aura des collectifs de production. Je pense qu'il faudrait les appeler autrement. Bon, c'est peut-être juste une question de nomination, mais enfin, c'est pas toujours neutre. Hein. Bah, ça, on en a parlé tout à l'heure. La manière dont on nomme les choses, quand même, c'est pas rien. Alors, quant aux procédés techniques, alors là, je ne vous suis plus du tout. D'abord parce que j'arrivais pas du tout à me représenter ce que vous aviez en tête, mais même sans ça, parce que je crois aussi peu à la solution technologique des problèmes politiques que je crois à leur solution morale.
C'est ni par la vertu, ni par la technologie. Je veux dire, le technologisme est un truc, je serais tenté de dire, assez américain. Les Américains ont beaucoup ça en tête, hein, parce que ça fait partie de tout un imaginaire économique. Hein. Mais le capitalisme est une force d'innovation prodigieuse et on va finir par trouver le truc qui fait qu'on ne bousille pas la planète, que ceci, cela. Et non, en fait non. Non, c'est pas le technologisme ne nous sortira de rien. La politique, c'est de la politique. La politique, c'est faire et refaire des institutions et des rapports sociaux. Et c'est pas une question de technologie, sauf si on appelle ça par extension technologie sociale. Mais là encore, ça serait un abus de langage, je crois. Mais c'est pas très bien, les abus de langage. Voilà. Quant à faire corps... Quant à faire corps avec sa pensée, expérimenter la peur dans le cortège de tête, oui, ce sont des choses très nécessaires. Et en effet, on en revient affecté différemment. C'est tout à fait certain ce que vous dites. Oui. Et la conclusion est que malgré tout, il faut y aller. Je suis très d'accord avec ça. Bon, apparemment, si vous voulez donner à la RATP, il y a un client. Merci à tous. Allez voir sur notre site si vous voulez nous rejoindre, travailler avec nous, contribuer à les prochaines conférences. La prochaine, c'est le 5 mars. Antoine Payon, fraude fiscale, faillite de la démocratie, corruption.